Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, l'espace d'un podcast au débeauté. Alors pas vraiment puisqu'on l'a quand même prévu à l'avance, mais c'est quand même au débeauté. Notre podcast classique, si je puis dire, de vacances. Et vous aurez le pendant impro ciné-critique sur la chaîne de Jules Melon, puisque effectivement c'est avec Jules Melon que je me trouve ce soir. Comme d'habitude, et je le dis très souvent, un invité de marque. Salut Romain, salut tout le monde. Bon écoute, moi ça va fort bien. Là c'est l'été, on se repose et on regarde des films et on parle cinéma. Et y a rien de plus beau, je pense. On est d'accord. Si on était toujours en vacances pour regarder des films, moi je trouve que ce serait le bonheur absolu. Non, peut-être qu'on s'ennuierait aussi. Hein, c'est une question philosophique, ça. C'est vrai. Peut-être que justement par la rareté de ces moments-là qui fait qu'ils sont beaux et qu'on les apprécie d'autant plus. Donc on va justement parler de moments un peu étranges, un peu nouveaux, puisqu'on va se jeter sur une nouvelle œuvre pour le coup de Julien Maury et Alexandre Bustillo, puisqu'on est en train de parcourir depuis quelques temps déjà leur filmographie. Il me semble qu'on arrive quasiment, pour le coup, contrairement à Mickey sur sa chaîne, on doit arriver quasiment au bout, puisqu'il doit nous rester 2 ou 3 films, en tout cas à date à voir. À savoir, il me semble, Candy Shack qui nous reste, et peut-être qu'on referait The Deep House ensemble si tu avais envie de le revoir pour conclure la filmo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à leur première et seule œuvre américaine, Leatherface, donc préquel à Massacre à tronçonneuse de Tobe Hooper, parce qu'il faut quand même le replacer un petit peu dans son contexte. La saga Massacre à tronçonneuse est fort compliquée, puisqu'il y a pour le coup les 4 premiers opus qui se suivent, donc du premier bien sûr de Tobe Hooper en 73 à la version de Kim Henkel qui doit dater de 94, qui est un très très mauvais film. Puis à partir de là on arrête, il y a une sorte d'énorme césure qui va nous amener en 2003 avec un remake réalisé par Marcus Nispel, qui est un film assez intéressant, moi je trouve assez chouette, qui a eu droit lui aussi à son préquel, mais c'est important, ce préquel là est le préquel du remake réalisé par Jonathan Liebesman, qui est un gros film de bourrin rigolo, pas génial, mais un gros film de bourrin rigolo quand même, donc c'est plutôt marrant à regarder. Et pour le coup, grosse césure, ça s'arrête. On repasse donc à Massacre à tronçonneuse 3D, réalisé par John Lucenhop, il me semble, en 2012-2013, qui est pas bien du tout. Et grosse rupture encore, et on arrive à ce préquel. Alors c'est important, j'ai oublié de dire que Massacre à la tronçonneuse 3D était la suite du premier Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, parce que vous rappelez que Tobe Hooper n'aime pas le remake de Marcus Nispel et préfère Massacre à la tronçonneuse 3D. Et on se retrouve à la suite avec Leatherface, qui est un préquel au film de Tobe Hooper, donc un préquel au Massacre à la tronçonneuse original. Je voulais juste replacer ça dans son contexte, c'est un peu comme la saga Halloween, c'est le bordel, il y a des suites, des reboots, des préquels, des remakes, c'est très compliqué. Et au passage, on a eu droit récemment à une autre suite du premier, qui est Massacre à la tronçonneuse, sorti sur Netflix, de David Blue Garcia, produit par Fede Alvarez. Voilà, en gros, j'essaie juste de refaire le topo un petit peu. Rapidement, avant qu'on commence et qu'on se mette dans le truc, donc, c'est réalisé donc toujours par Julien Maury et Alexandre Bustillo. C'est leur premier film aux États-Unis, comme je disais, et leur dernier, parce que ça a été très compliqué. Dans tous les cas, Leatherface, donc préquel au Massacre à la tronçonneuse original, eh bien, ça raconte rapidement l'histoire. Alors, l'idée, c'est de voir les origines, évidemment, de Leatherface, et on suit tout simplement l'histoire. Ça se passe dans un hôpital psychiatrique, grossièrement au début, et on va suivre la prise d'otage d'une infirmière par un groupe d'adolescents relativement violents, si je puis dire. Donc, on a ce côté un petit peu road movie qui essaie de fuir la police qui les poursuit après une émeute dans l'hôpital psychiatrique dans lequel ils étaient. Et pour le coup, très simplement, on va être vraiment assez clair sur la chose. L'idée, c'est qu'on a grossièrement ces 4 personnes, ces 4 adolescents violents, et l'idée c'est grossièrement qui va devenir Leatherface. Bon, on a tout un prologue, où on nous raconte qu'il y a un enfant qui a été extirpé de la famille Sawyer, qui est la famille du premier Massacre à la tronçonneuse, et qui est mis dans cet hôpital après quelques actes meurtriers. On le retrouve plus tard après une ellipse, pour le coup, et on ne sait pas qui est qui, puisqu'on aura changé leur prénom pour ne pas qu'ils subissent, si je puis dire, peut-être s'ils se réinséreront, le poids de leur crime. Et donc, pour le coup, ici, on a ces 4 personnages, ces 4 figures, et l'idée va être de savoir qui va devenir Leatherface et comment il va le devenir. Voilà, en gros, pour être simple. Donc, Julien, voilà, pour le coup, c'était la première fois que tu le découvrais. Et oui. Toi, qu'en as-tu pensé? Comment l'as-tu appréhendé? Voilà, que est-ce? Alors, bon, je l'ai appréhendé déjà, pour moi, la saga Massacre à la tronçonneuse, il y a plus de la moitié des films que je n'ai pas vus, et visiblement, c'est pas grave, ce que tu me dis. J'ai quand même vu le premier, qui est un chef-d'œuvre absolu du genre, c'est un slasher fondateur, c'est aussi une critique de l'Amérique, il y a beaucoup de choses dans le premier film, c'est hyper passionnant. J'ai vu sa suite il y a quelques semaines, qui est pas mal. Alors c'est un film malade, comme tu sais bien le dire. Je crois que même Dennis Hopper qui joue dedans l'a un peu renié. Je l'avais renié à l'époque, même s'il se fait plaisir dedans.
Mais c'était sympa, il y avait un petit côté Rob Zombiesque, Devil's Reject avec la famille et tout, donc c'était cool. Et malheureusement, j'ai vu aussi la suite sur Netflix il y a quelques mois maintenant, où j'ai pas adhéré. C'était un peu compliqué, j'ai trouvé ça un peu forcé et un peu trop dans le cahier des charges aujourd'hui, ce qui pour moi était absolument en contradiction avec le premier film. Ça ne respecte pas l'univers d'un premier film. Le mettre au goût du jour comme ça, plus ou moins, pour moi, ça ne marchait pas. Mais, du coup, je suis venu quand même sur ce Leatherface avec envie. J'étais très curieux de voir comment on pourrait faire une sorte d'origin story à notre cher tueur à la tronçonneuse et voir un peu ce que la famille Sawyer pouvait donner. Et au final, je suis embêté avec ce film parce que c'est un délire fun. On sent qu'il y a de la passion derrière, que Pussy Mori voulait faire quelque chose de très bien. Il y a une bonne photographie, il y a une bonne ambiance, il y a des scènes gorasses bien sympathiques, et même une scène très très très... Oui, ouais, allez, ça va dans la nécrophilie, on est content, hein. On va dire ça comme ça. Disons que c'est osé, mais j'ai un gros souci avec le film, c'est que tu sens qu'il manque bien 20-30 minutes. C'est hyper... c'est truellisé, j'ai envie de dire. Tu le sens que ça a été monté à la truelle, il y a des moments d'ellipse. C'est un peu compliqué, des moments où bizarrement il y a des scènes qui s'allongent, qui s'alourdissent. Et j'ai eu l'impression, tu l'as dit toi-même, tu l'as sous-entendu, que c'était une expérience compliquée pour le duo français. J'ai un peu l'impression qu'ils n'ont pas du tout eu le contrôle sur la post-prod, sur le montage final, et que quand ils ont dû voir le produit final, ils ont dû être bien dépités. Parce que tu sens qu'il y avait probablement une trentaine de minutes en plus. Peut-être qu'il existe une director's cut quelque part, ce serait bien. Parce que c'est charcuté en fait. Bon, évidemment, pour un film d'horreur, pour que ce soit charcuté, je trouve que ça peut être méta, mais là, quand même, c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait quelque chose qui pouvait être fait, et du coup, on passe à côté de la psychologie de beaucoup de choses, même si le duo de psychopathes, là, est intéressant, c'est une sorte de Bonnie and Clyde, ou de Tuernay aussi, on peut penser à cela, je pense qu'il y a des hommages. Évidemment, il y a une ambiance Rob Zombiesque tout du long, mais il manque quelque chose. Et c'est un film qui est malade, presque en phase terminale par moment. Mais je suis ressorti de là quand même plutôt content de m'avoir vu. C'est un peu le paradoxe. C'est intéressant ce que tu dis quand tu parles de Rob Zombie, parce que pour le coup, moi j'y vois vraiment un gros hommage à Devil Reject. Rob Zombie, on l'avait dit plusieurs fois, il me semble, hein, c'est l'hommage principal de Rob Zombie, ce à quoi il s'accroche, c'est Massacre à la tronçonneuse 2, en particulier parce qu'il y a ce côté effectivement très très freak show qu'on retrouve chez Rob Zombie. Et effectivement là, j'ai l'impression moi aussi d'un hommage à The Devil Reject, parce que c'est un road movie, parce que le personnage de la jeune femme de Clarisse, pour le coup, qui fait partie de ce couple un peu effectivement Bonnie and Clyde, Tuernay, elle ressemble quand même beaucoup à Baby dans The Devil Reject. C'est le même genre de personnage, notamment aussi le lien avec la nécrophilie quand même est pas anodin, parce que dans la Maison des Mille Morts notamment, il y a pas mal de séquences où on voit Baby couché avec des cadavres. Donc il y a tout ce truc là quand même qui est très présent, et puis cette manière de créer une sorte de famille un peu dysfonctionnelle, de les suivre dans une sorte de road movie, d'essayer d'attirer un petit peu la compassion sur eux. Il y a toute une discussion dans une caravane dans le noir où on a même de l'empathie pour le plus taré du groupe. Donc il y a quand même cette idée là qu'il y a des moments de bascule, d'essayer de jouer avec l'inversion des valeurs, d'essayer de te mettre mal à l'aise avec ta propension à t'identifier au personnage, à pas savoir justement à qui t'identifier, parce que ce sont des tueurs, des assassins, mais en même temps ils sont quelque chose dont on comprend qu'ils sont finalement la conséquence de tout plein de choses qui les entourent. Ils sont juste un petit peu aussi des victimes en tout cas. Et je trouve que voilà, ce côté un petit peu malaisant, on va dire, moralement, c'est présent quand même. Et effectivement, je pense, comme tu dis très bien, qu'il doit manquer du temps, parce que là, pour le coup, on a l'impression que ce truc-là est complètement taillé à la serre. Je pense qu'il y avait des velléités de faire un truc en termes de travail sur la morale des personnages, de la morale un petit peu tensante des personnages. Il y avait une envie de faire ça. Mais le problème, effectivement, c'est qu'il manque des trucs et que c'est ellipsé de manière hyper bizarre et le rythme est très 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 chelou. Oui, c'est ça. Et par contre, oui, l'idée de l'hôpital psychiatrique au départ est intéressante, même si ça fait cliché un peu. Au moins, on a l'origine de la folie de ces gens-là. Quand on voit, par exemple, le docteur qui s'appelle le docteur Lang, alors moi, ça m'amuse parce que on peut penser peut-être à un hommage à Fritz Lang qui a questionné la psychologie de certains personnages dans certains films. Je pense à M. Le Maudit, par exemple. Tiens. Petite dédicace à Samir Microciné. On verra pourquoi dans quelques semaines sur sa chaîne. Et il y a quelque chose on voit qu'il y avait une envie de travailler l'origine, comme la première scène quand on voit donc celui qui deviendra plus tard Leatherface,
ne pas accepter la folie de sa famille le jour de son anniversaire. Il veut pas tuer, on lui offre un cadeau, sa première tronçonneuse, et voilà, c'est ton anniversaire, tu vas tuer le monsieur qui est avec nous, qui a voulu voler nos cochons. Oh non, mais il veut pas. Ça a l'air d'être quelqu'un d'humain, comme quoi, ici, on questionne le fait que non, c'est pas une question de génétique non plus, il n'y a pas de prédestination, il n'était pas obligé de devenir aussi timbré que ses parents, qui sont frères et sœurs d'ailleurs, je crois, bon, c'est un peu, voilà. Il y a quand même une tentative de créer quelque chose. Il y a même des scènes. Il y a une scène que j'ai trouvé très bien. C'est cette scène dans le diner, là, très texan, évidemment, où t'as le couple c'est presque une scène à la Tarantino, qui décide d'un seul coup, parce qu'ils veulent pas payer, etc., de buter tout ce qu'il y a autour, comme ça, un peu en mode gratos. J'aime bien cette idée-là. Mais en fait, c'est toute la seconde partie. Dès que le Texas Ranger, là, débarque, joué par Steven Dorff d'ailleurs, qui aime bien jouer des rôles de méchants un peu tarés. Bon là, à la fois c'est pas le méchant, c'est censé être le gentil, mais il est représenté comme le shérif juste vengeur qui veut tirer dans tout ce qui bouge. Il y a peut-être une critique de cette Amérique-là aussi qu'ils ont voulu travailler, nos deux Frenchies. Et dès qu'on arrive à cette seconde partie, qui tombe comme un cheveu sur la soupe quand même, le gars il retrouve comme par hasard des gens qui ont potentiellement parmi eux, un qui aurait tué sa fille plus jeune, on voit ça au début, voilà, ça fait quand même un petit peu forcé, et c'est un peu patatras à la fin. Tant et si bien que savoir qui est vraiment Leatherface dans le groupe, très vite on s'en fiche. Très vite j'ai bien senti que ça allait aller une autre direction que là où on voulait croire, etc. Mais bon, ouais, c'est un peu dommage, je trouve, parce qu'il y avait vraiment des promesses, et je pense que c'est toute la seconde partie qui a été explosé au niveau du montage. Je pense que les producteurs derrière ont voulu mettre l'accent sur le choc, sur le gore, sur le violent, et du coup sur la seconde partie, certes, si on veut notre dose d'hémoglobine, nos morts un petit peu marquantes, on est servi, mais qu'est-ce que ça apporte à l'ensemble? C'est ça la question en fait. Et puis le personnage de Stephen Dorff ressemble énormément au personnage du shérif Waydell dans The Devil's Reject, qui est pareil, ce shérif vengeur qui outrepasse la loi et qui se dit que justement il est la loi, il est Dieu, même il est au-delà des lois, et qui peut décider de la vie ou de la mort en fait des criminels avec qui il se retrouve face, et qui se venge justement par rapport à la mort d'un proche qui a été provoquée par cette famille, ce qui est exactement le même enjeu et la même trajectoire qu'a le personnage du shérif Waydell. Et c'est intéressant parce qu'en plus dans The Evil Reject, le fait qu'il retrouve aussi la famille des Firefly dans The Evil Reject, finalement c'est aussi un concours de circonstances un peu hasardeux. Mais tout ça est vraiment bien amené, bien travaillé, bien étendu, et on sent que tous ces coups du sort, en fait, c'est la famille dans la dernier temps, dans la deuxième partie de The Evil Reject, la famille, au fur et à mesure, on sent qu'elle se fait prendre dans une sorte de piège inextricable, qui est dû à pas mal de coups du sort, comme si le sort s'acharnait sur elle et leur faisait payer. Donc finalement, c'était rendu assez logique par tout le contexte, on va dire, dans The Evil Reject. Là, tout va beaucoup trop vite, effectivement, et je dirais même que la fin, même si on a des effets gore qui sont vraiment chouettes, je trouve qu'il y a un vrai amour pour les effets prosthétiques, pour le gore graphique, le gore de plateau, les effets de plateau, mais n'empêche que la fin, elle est très, très, très expédiée, en fait. Tout ce qui se repasse dans la maison, parce qu'on a des hommages graphiques assez clairs à Massacre à tronçonneuse premier du nom. Il y a, notamment au tout début, il y a une jeune femme qui s'approche du hangar, et il y a ce plan en contre-plongée, en fait, sur elle qui avance vers le grand hangar, dans lequel se terre la famille, et on a ce même plan sur le short de la jeune fille qui arrive près de la maison dans le premier Massacre à tronçonneuse. Donc il y a des hommages graphiques ça et là, il y a les hommages au repas, d'ailleurs la première séquence de l'anniversaire ressemble énormément avec ces gros plans sur les visages, où on écrase la profondeur de champ avec des très courtes focales pour vraiment mettre en avant ces visages qu'on prend en contre-plongée aussi, et qui permettent de rendre la folie. On a cette scène du repas qui est reprise, mais finalement c'est beaucoup d'éléments très artificiels en fait, et ça n'apporte finalement pas grand chose. On est dans une image très 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 graphique, mais qui apporte pas tant que ça en fait à l'original. Mais encore une fois, c'est peut-être dû au fait que la production a un petit peu taillé le film pour en garder effectivement que les aspects spectaculaires et chocs, pour en oublier un petit peu la part psychologique qui pourtant, moi je trouve, on sent vraiment qu'il y a une volonté de faire une sorte d'approche psychologique très travaillée. Oui, pour en rebondir sur les références, t'as aussi le personnage du grand-père, hein, oui. T'as plein de petites choses comme ça. Après d'ailleurs, le film parfois peut-être se noie aussi dans cette envie de rendre hommage, comme tu l'as dit, à Devil's Reject, à Massacre à la tronçonneuse, le clin d'œil, sorte de Bonnie and Clyde, Tuernay, peut-être un peu forcé aussi, mais à la rigueur, ça fonctionne, ça met un peu de folie sur la folie.
C'est-à-dire, ça met des antagonistes au sein des antagonistes, c'est ça qui est intéressant. T'as les antagonistes plutôt gentils avec l'infirmière qui est prise en otage, t'as le personnage de Jackson, voilà, et Bud qui a l'air un petit peu... il a été rendu un peu abruti par toutes les expériences qu'on a fait sur lui, enfin, les tentatives psychologiques pour le rendre un peu calme, et t'as les méchants à côté qui sont complètement incontrôlables. Mais voilà, le film, j'ai un peu l'impression qu'il parfois, il veut aller trop loin dans certains clins d'œil. Par exemple, au moment quand il donne à bouffer aux cochons des corps humains, ça va rappeler Hannibal, tu vois, bon, je sais pas si c'est voulu, mais ça te renvoie, à certains moments, ça te renvoie à certaines choses. Et à certains moments aussi, on peut penser à The Ward de Carpenter, et ça, c'est pas un compliment. The Ward de Carpenter, qui est autant de Carpenter que moi, je suis vendeur de chips. Hein. Quand on y pense, non mais c'est vrai que quand j'ai vu The Ward il y a quelques mois, je me suis dit c'est vraiment du Carpenter, ça. T'as l'impression qu'il a juste accepté le chèque et qu'il a fait ce qu'on a voulu qu'il fasse. Quoi. Je pense qu'il a tourné un meurtre dedans parce qu'il y a un meurtre qui est bien foutu, mais c'est tout. Il a pris son chèque. C'est vrai que tu peux penser à The Ward un petit moment sur certains points. Il y a même, tu peux penser aussi, mais alors vite fait à Sucker Punch. Voilà, bon. Après, ça reste des sensations qu'on peut avoir. Pourtant, il y avait du cœur, et c'est souvent le cas. De toute façon, tous les films que j'ai vus de Bustillo et Mori, tu sens qu'il y a le cœur et la passion derrière. C'est des gens qui aiment le cinéma et qui aiment faire du cinéma. Après, ils ont plus ou moins de chance selon la production, selon le temps qu'ils ont, etc. Mais tu sens leurs pattes, là. Il y a des moments, tu vas penser aux yeux des vivants, par exemple. Il y a une forme il y a une sorte de patine. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire dans leur approche graphique et visuelle. On les reconnaît. Il y a quelque chose. Il y a toujours cette folie sous-jacente de l'humanité aussi. Mais il y a une approche du gore qui est très très singulière. Il y a pas mal d'éléments sur mais il y a un truc que je retrouve, on en avait parlé il y a pas très longtemps de Livide aussi. Avec tout ce travail sur les animaux morts, ça c'est un truc qui est quand même très très récurrent chez eux. Et la première notamment séquence dans laquelle le petit garçon il est manqué d'être percuté par une voiture qui sera le futur Leatherface et qu'il a cette tête de vache. Et il y a tout ce travail sur l'animal mort, parce qu'il y avait tout ça sur les animaux empaillés qui fait une esthétique très très particulière, très très singulière. Et j'aime bien ce truc-là, c'est un truc que je retrouve chez eux en fait et qu'ils apportent vraiment ici aussi, qu'ils injectent à l'intérieur. Un truc esthétique en tout cas que je trouve, et puis un amour des personnages aussi qui est toujours présent. Je trouve que même si c'est avorté sur pas mal de points, ils aiment leurs personnages. Tous ces personnages qui sont là, il y a tout un travail sur les laissés pour compte, sur ces trucs-là, sur les freaks. Et il y a un vrai amour pour ça et que je retrouve ici. C'est quand même un comble. Alors, attention, je vais faire du cynisme et de l'humour noir, là, je précise. C'est quand même un comble d'avoir un film où il y a beaucoup de choses qui sont avortées alors que ça se passe au Texas. Et on sait ce qui se passe aux États-Unis en ce moment sur les lois pour l'avortement. Hein. Donc, quand on y pense, voilà, ce petite pique sur l'actualité américaine actuelle. Tu as bien raison. Mais sinon, ouais, sinon, il y a quand même, voilà, des personnages qui vont être marquants. Alors, j'ai un petit bémol sur le personnage de la mère, Verna Sawyer, qui aurait pu être beaucoup mieux utilisé sur la fin. Parce qu'on a une Lily Taylor qui est quand même brillante, hein, c'est une actrice qui sait jouer la folie, je trouve. Je sais pas, j'aime bien cette actrice, elle aime bien aller dans la psychologie de ses personnages, elle aime bien jouer un peu on va dire les personnages déviants un peu. Alors j'ai pas un souvenir précis d'un rôle en tête, mais il me semble en tout cas. Et au début c'est très bien quand on la voit. Limite elle est trop lisse en fait. Au début le repas d'anniversaire, même s'il y a cette folie sous-jacente, il y a un petit peu trop lisse. C'est que quand elle pète un plomb à l'hôpital psychiatrique où on sent que c'est vraiment à la lisière de. Mais ouais, on sent qu'elle va encore plus dévisser par la suite. Voilà. Et puis le problème c'est la fin. De toute façon on est d'accord. Hein. T'as l'impression que les meurtres s'enchaînent, mais sans vraiment la passion derrière. On n'a pas le temps de vraiment profiter de ce qui se passe. Alors certes, il y a des moments graphiques passionnants, mais sur le plan de l'écriture et de l'exécution, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est un petit peu... voilà. Par exemple, on peut spoiler, je pense. Oui, oui, on spoil, on y va. Voilà, par exemple, Jackson, donc le gentil qui est tombé amoureux de l'infirmière, qui est presque en mode syndrome de Stockholm, du coup, ben c'est lui, Jed. C'est lui, Jed Sawyer. Incroyable, il n'a pas du tout de physique, mais c'est pas grave. Vous imaginez qu'après, il va se laisser aller, peut-être en hommage à son pote Bud, qui ressemblait peut-être à Leatherface. Là, le simplet, on va dire, entre guillemets, on aurait pu croire que c'était lui, Leatherface. Et peut-être que voilà, le fait qu'il soit mort et que c'était attaché à lui, peut-être qu'il va essayer de lui ressembler derrière. On n'en sait rien. Hein. Mais voilà, Jackson, à la fin, on sent face à l'infirmière, elle va pouvoir le raisonner.
Mais non, c'est expédié, il la décapite et au revoir, quoi. Ça fait un petit peu genre, il a vrillé de l'autre côté, de façon très simpliste. Je sais pas il manque quelque chose, en fait. Ouais. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est un vrai problème que j'ai eu quand j'ai vu la première fois. C'est-à-dire qu'effectivement, très vite, on se rend compte qu'il veut nous, grossièrement, faire ce que je disais tout à l'heure, hein, qui va devenir Leatherface. Et là, effectivement, il y a deux possibilités, tu l'évoquais en off. Soit le fait que ce soit Jackson, c'est un twist, et dans ce cas-là, c'est mal foutu. C'est fondamentalement mal foutu, puisque c'est excessivement prévisible. Bud est trop proche, et encore une fois, et c'est en même temps, ça fonctionne plutôt correctement, parce que quand on voit le premier massacre à la tronçonneuse, le personnage de Leatherface n'est pas une si importante masse que ça, en réalité. C'est vraiment beaucoup ce qu'on a vu dans le remake de Marcus Nispel, où on en a fait une sorte de monstre énorme, c'est devenu une sorte de Jason, une sorte de monolithe inarrêtable. Dans le premier, il est pas si stock que ça, donc ça, je trouve que ça peut potentiellement fonctionner en termes d'évolution, on va dire corporelle. Mais c'est vrai que d'emblée, on sait que ce sera pas Bud en fait. C'est très très vite, il est trop ressemblant et effectivement, on y va. Alors la question que je me posais, c'est est-ce que Julien Bustillo et Alexandre Bustillo et Julien Maury, avaient dans leur tête cette idée que oui, on allait savoir, et ils nous guident d'emblée sur ce terrain-là en disant c'est Jackson qui va devenir parce que c'est le plus improbable dans une certaine mesure. Mais en même temps, ce qui peut susciter et titiller l'intérêt du spectateur, c'est plus qui est le tueur, mais comment ce personnage plutôt sympathique, qui semble encore avoir énormément d'humanité, qui est encore capable d'éprouver de l'amour, de l'empathie, etc., va basculer. Et c'est l'idée, moi je pense, c'est tout ça, c'est on a ce personnage au début, on a ce qu'il va devenir à la fin et que nous, amateurs de la saga Massacre à la tronçonneuse, on a en tête quand on pense à Leatherface, et quel va être le trajet qui va le mener à ça. Et finalement, je trouve que ça marche assez bien, dans la mesure justement où l'accroche qu'il a avec Bud, par exemple, qui est très très forte, bah, c'est quand il va perdre ce dernier truc qui est rattaché à son humanité, qui va définitivement basculer. Mais on est d'accord que le basculement est assez direct et pas très subtil non plus. C'est ça, c'est qu'il se laisse limite... Ou alors on peut imaginer que c'est vraiment par dépit, qu'il se laisse emporter par son destin, ce qui peut à la rigueur coller avec le personnage de Leatherface dans le premier Massacre à la tronçonneuse, qui est quelqu'un de maladroit, qui ne maîtrise... Enfin, on sent que c'est pas forcément un méchant pur, Leatherface dans le premier Massacre à la tronçonneuse. Il est là pour défendre son territoire, c'est d'où d'ailleurs le discours cynique sur l'Amérique de l'époque, des années 70. En pleine crise pétrolière et tout, les gens se méfiaient encore plus des autres, au Texas, en plus, c'était pas choisi par hasard. Donc, mais du coup, quand on pense justement au film d'origine, bah ça colle pas forcément non plus trop, ou alors, il manquerait une sorte de Leatherface 2 qui serait la suite du préquel, pour qu'on comprenne. Mais je pense qu'on ne verra jamais ce projet. Tu parles avec tous les films qu'il y a eu dans la saga Leatherface dans tous les sens, préquel de suite, de remake, de reboot, de machin, c'est pas exclu qu'un jour il y ait une suite à ça. Mais ce qui est certain, c'est que c'est pas Maury et Bustillo qui s'en occupent. Je ne pense pas. Et au passage, qu'est-ce que t'en as pensé toi de l'épilogue, c'est-à-dire de ce qui est censé faire la jonction, qui est un truc très court, où on voit Leatherface devenir, à proprement parler, Leatherface, avec ce petit plan dans le miroir à la fin. Qu'est-ce que t'as pensé de ce tout petit segment qui permet de faire la jonction, à peu près, avec le premier? C'est un peu forcé, je trouve. À la rigueur, t'avais pas besoin... Là, ça relève plus du clin d'œil, en fait. Oui. Déjà, le fait qu'il fasse défigurer avant, on peut imaginer qu'il fallait passer par là quand même. Il perd d'autant plus son humanité que physiquement, il va être marqué à vie. Mais à la rigueur, à la fin, c'est un peu flippant. T'as l'impression qu'il veut garder sur lui une once d'humanité, justement, d'ailleurs. Oui. Je sais pas si je pense que c'est le message, c'est que, oui, il a accepté sa folie, entre guillemets, mais il restera peut-être toujours plus humain que les autres membres de sa famille. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté où il embrasse le chaos dans une certaine mesure, et en même temps... Mais dans le Massacre à la tronçonneuse de base, il y avait effectivement ce côté, tu le disais, c'est Toby Hooper, quand il en parlait, disait que Leatherface, c'était un gros bébé, en fait, qui défendait sa maison parce qu'il était terrifié par les gens qui venaient envahir sa maison, et qui comprenaient pas. Donc il y a ce côté enfant, en fait. Finalement, le personnage à la fin, je trouve qu'il est... Quand on voit Jackson dans la dernière image, c'est finalement le Jackson du début qui comprend pas vraiment, qui a justement lâché les derniers trucs qui le reliaient à son humanité. Donc je trouve que finalement la boucle se boucle pas trop mal à la fin, même si effectivement le rendu graphique est pas foufou, mais la boucle est quand même bouclée. Mais tout ça est fait encore une fois de manière très très précipitée. C'est quelqu'un qui a pas eu d'enfance. Il y a eu une enfance très très limité, jusqu'à ses 10 ans, je sais plus l'anniversaire au début, s'il a 10 ans, 11 ans, je sais pas.
Et après, hôpital psychiatrique, tout ça, on sent quand même qu'il a vécu des années dans une sorte de non-monde où il n'a pas pu vraiment évoluer. C'est d'ailleurs très paradoxal le fait qu'il puisse s'attacher à cette infirmière comme ça. T'as l'impression quand même qu'il a eu presque une adolescence normale, ce qui n'est pas cohérent quand on y pense. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est les limites du film, c'est que là, par exemple, le fait qu'il soit un peu amoureux de l'infirmière, qu'il va être gentil avec elle, est-ce qu'il y a une cohérence avec le fait qu'il ait été retiré à sa famille, ce choc traumatique, et qu'en plus, t'es le docteur Lang derrière qui probablement lui a fait quelques électrochocs. Je ne sais pas. C'est une question que je pose. Mais... Ouais, c'est vrai que autant la trajectoire psychologique globale se tient à peu près, autant il y a plein d'éléments à l'intérieur qui fonctionnent pas du tout, en fait, qui sont très... Et j'ai même l'impression que parfois il y a pas mal de moments où, je pense de la part de Buscemi, il y a aussi une envie, tu le disais tout à l'heure, de mettre en avant pas mal de délires graphiques, comme la scène dans le diner, et qui, pour le coup, à des moments, rompent avec la trajectoire psychologique vraiment des personnages, juste parce qu'il y a une idée. Encore une fois, c'est peut-être tributaire du fait qu'il y a des trous à des endroits et que ça a été monté à l'arrache, mais il y a des moments, en tout cas, où tu as l'impression vraiment de scénettes qui succèdent, de scénettes gore, de scénettes graphiques rigolotes. T'as la scénette de l'hôpital psychiatrique, enfin de l'évasion de l'hôpital psychiatrique avec la folie qu'il y a là, le couple qui se met à faire l'amour dans le couloir de manière très sauvage et bestiale. Il y a la scénette dans le diner, il y a la scénette dans le pas dans le camping-car, dans la caravane. Il y a la scénette bref, on enchaîne tout plein de scénettes comme ça. Et qui sont d'autant d'idées graphiques ou de vignettes graphiques qui sont assez chouettes visuellement, qui sont assez généreuses en termes de gore et de sexe et de violence, mais qui en tant que telles effectivement vont parfois venir briser en fait la trajectoire psychologique un peu rigoureuse entre guillemets qu'on attendrait un petit peu d'un préquel. Oui, et puis par exemple la scène de la nécrophilie, on peut se poser la question pourquoi. Oui. Rien ne laisse imaginer que ils sont complètement tarés, violents, sexuels, mais pourquoi en plus baiser un cadavre? Oui. Je ne sais pas. C'est vrai, c'est une question. C'est pour choquer, je viens, pour montrer qu'ils sont complètement déviants ultimement. Mais ouais, pourquoi pas. Je ne sais pas. C'est provoque, mais j'y vois pas beaucoup d'intérêt parce qu'en plus la nécrophilie n'est jamais en fait. C'est quelque chose qui est pas introduit en fait. Il y a pas de build-up par rapport à la nécrophilie. Il y a pas le personnage de Clarisse. Il y a rien dans sa construction psychologique jusqu'alors qui nous amène à ce truc-là. Et je trouve que c'est pour ça que ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. À part qu'elle a été brûlée au niveau du corps aussi, oui. Je crois. Mais ça aussi, c'est mis là. On sent c'est des gens qui ont souffert et qui ont complètement brillé, mais de là à avoir des envies de faire l'amour à un mort. Voilà. S'il y avait un build-up psychologique, genre elle s'était faite, qu'elle avait eu une relation incestueuse avec son père qui est mort, peut-être, tu vois, on aurait pu imaginer n'importe quoi. Hein. Mais même pas. Ça restera un mystère. Ouais, parfois les mystères bien, mais là quand ça va comme un cheveu sur la soupe, voilà. Et puis c'est comme c'est un préquel, effectivement, l'idée c'est pas de rationaliser tout, et l'idée, par principe, moi j'aime pas qu'on rationalise les mythes du cinéma d'horreur, du cinéma fantastique. Je trouve que déjà faire un préquel à Massacre à la tronçonneuse, ça a pas vraiment de sens, parce que le personnage de Leatherface fonctionne dans la mesure où il est mystérieux, où c'est une sorte d'entité un peu abstraite, ça marche bien. Donc déjà je pense que faire un préquel à Massacre à la tronçonneuse est une fausse bonne idée. Mais quand on y va, en tout cas quand on rentre dans ce truc-là, autant pour le coup être un peu rigoureux dans ce que tu proposes, parce que il y a quand même l'attente de cette figure-là mythologique qu'on a à la fin, donc on attend à ce que cette trajectoire corresponde à ce qu'on attend à la fin. Et là, le problème, effectivement, c'est que même si je trouve l'idée du préquel et de rationaliser, d'expliquer la jeunesse d'un monstre comme Leatherface, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Quand on s'y attelle, autant que ça ait un peu de sens. Et là, je trouve que c'est ce qui manque un petit peu. Ouais, je pense que là-dessus, on est vraiment d'accord. De toute façon, il n'y aurait pas dû avoir toutes ces suites non plus. Non. Quand on y pense. Ouais. Je pense que Massacre à la tronçonneuse 2 aurait dû suffire, et après, on serait arrêté là, parce que Massacre à la tronçonneuse 2 a une vraie, pour le coup, a quelque chose d'assez iconoclaste, et a quelque chose à dire de plus que l'original, de différent en tout cas. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que j'ai reçu. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait une petite plus-value, un petit truc un peu en plus dans Massacre à la tronçonneuse 2 qui est intéressant, ou en tout cas une autre manière d'aborder la thématique ou la narration ou le récit. Et la mythologie posée par Hooper à la base. Et après, je sais pas s'il y avait grand chose à dire. Même si le remake, pour le coup, apporte un petit truc un peu chouette, un peu grand guignol, qui est assez rigolo aussi. Mais au-delà de ça, ça n'a pas grand intérêt. Même si, pour le coup, tu disais très bien, il y a toujours un fond social dans Massacre à la tronçonneuse qui pourrait être réinvesti de manière, mais il faut que ce soit réinvesti de manière intelligente. Et c'est malheureusement pas toujours le cas, c'est plutôt opportuniste. Alors, est-ce que tu aurais quelque chose à conclure par rapport à tout ça, pour
à Massacre à tronçonneuse, donc à Leatherface ici présent dont nous avons parlé, et pour un petit peu, encore une fois, ajouter, si je puis dire, à l'exploration que tu fais de la carrière de Buster Mori. Qu'est-ce que ça a ajouté de plus? Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus? Non, franchement, on sent que c'est le film où ils ont eu, j'allais dire le moins de liberté. Peut-être pas, mais on va dire que sur le montage final, à mon avis, ils se sont fait un petit peu avoir. Bon, ils ont dû accepter ça comme une sorte de rêve, tiens, pouvoir faire déjà un film aux États-Unis. On sentait qu'ils titillaient l'envie de faire des films aux États-Unis. Tu le sens, aux yeux des vivants, il y avait cette idée-là, de toute façon, qu'ils voulaient s'exporter, qu'ils voulaient aller plus loin dans leur cinéma. Et je pense qu'ils ont dû sortir de cette expérience un peu trahie. Je pense que ça a été confirmé par la suite. Ça se sent. Mais au moins, bon, ils ont pu faire ce film. On ressent leurs pattes, on ressent leur passion surtout. Il y a une envie de très bien faire. Et malheureusement, le fait qu'ils aient sûrement eu la possibilité de mieux faire, mais qu'on ne leur a pas laissé la liberté sur le cut final, rend ce film, on va dire moyen plus. J'ai pas envie de lui mettre une sale note, par exemple. Tu vois, je lui mettrais un 6 sur 10, ce qui reste assez généreux. C'est pas leur plus réussi. Je pense que pour moi, encore à date, c'est leur premier qui a quelque chose de très fort à l'intérieur. C'est Okay. Il y avait déjà une maîtrise dans une forme de folie et de dissonance, on va dire, qui était assez marquant, mais c'est un film qui reste cohérent, on va dire, dans leur filmographie, qui est très intéressante, en tout cas jusqu'ici, même si je n'ai pas adhéré à tout à 100%. Il y a un truc à dire sur eux, c'est qu'ils sont à fond dans leur délire. Ils s'en fichent des concessions. Ils ont leur vision artistique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et c'est ça qui se défend, je trouve, dans leur cinéma. Donc voilà, maintenant il me reste au moins un film à découvrir d'eux, ça c'est sûr. Avant de revoir celui que j'avais pas trop aimé l'année dernière, mais un revisionnage serait intéressant. Et voilà un duo à suivre et à continuer Il faut soutenir ce genre de cinéma, même si c'est imparfait. Il faut soutenir les créateurs qui se donnent avec passion dans leur œuvre. Et puis peut-être qu'un jour, ils accoucheront vraiment de ce chef-d'œuvre-là, totalement maîtrisé, avec une liberté à 100%. Qui sait? C'est vrai que moi, j'aurais bien aimé les voir sur Hellraiser, par exemple. Je pense que des types dans la rapproche notamment du gore et de la chair qui aurait été peut-être intéressant. Mais bon, ça ne se fera pas malheureusement. Mais voilà, bon, mais en tout cas, je trouve que, en fait, je vais pas rajouter sur ce que tu as dit parce que je trouve que c'est très bien. T'as fait une très belle conclusion. Et en tout cas, je te remercie beaucoup pour cet échange. Encore une fois, comme d'habitude, passionnant. Je te remercie énormément de ta présence. Merci Robin à toi, et toujours un plaisir de parler de films de genre, et pas que, de tout le cinéma en ta compagnie. Eh ben, c'est un grand plaisir pour moi aussi. Puis bah écoute, je te remercie. Je vous remercie tous aussi de nous écouter avec toujours autant de fidélité et de passion. Et puis je vous invite à aller sur la chaîne de Jules Melon pour le coup, parce que je mettrai en lien, je pense là en description, l'échange sur notre Mickey trimestriel, si je puis dire, qui est pour le coup très différent de ce qu'on est en train de faire ici avec Leatherface. Pour le coup, on est sur vraiment une approche complètement différente, tout aussi intéressante. Et puis on va vous souhaiter une très très belle soirée, parce que je pense que ce sera le soir que ça apparaîtra, donc on va partir sur une très belle soirée. Et puis merci à tous encore, merci Jules Melon, et puis à très bientôt. À la prochaine. Salut. Ciao ciao.